Alors, bonjour à toutes. Alors, donc, comme l'a dit Corinne, je salue mes élèves. Donc, bonjour les filles. J'espère que vous n'avez pas eu trop de difficultés à vous connecter pour ce cours sur la plateforme Zoom. Et puis, je salue toutes celles qui... bonjour, bonjour. Je suis dans le chat en même temps. Super. Et bonjour à toutes celles que je découvre aujourd'hui. Alors, j'ai pas le plaisir de voir votre visage sur la vidéo, mais en tout cas, merci beaucoup d'être parmi nous. J'espère que ce cours sera intéressant et va permettre à vous de voir à quoi peut ressembler un cours de cosmétologie. Alors, j'espère que vous ne serez pas trop déçus, mais d'avance, je vous dis, vous risquez de pas forcément tout comprendre puisque vous arrivez sur un cours en fin de première année où les filles ont déjà quand même pas mal d'informations et pas mal de choses qu'elles maîtrisent. Donc, voilà, ne soyez pas déçus, mais en tout cas, ça vous donnera un petit aperçu de comment on peut se dérouler un cours, même si on est sur un cours quand même un petit peu particulier, puisqu'on est en visio. Mais en tout cas, on s'adapte. Oui, je vois dans le chat, si vous avez envie d'activer vos webcams, les filles, c'est vrai, ça rend peut-être le cours un petit peu plus normal pour moi, parce que sinon, pour l'instant, je suis face à moi-même et face à des petits carrés gris, mais c'est pas grave. Sinon, vous êtes avec moi, c'est l'essentiel. Alors, pour celles qui ont l'habitude, donc les filles, on va commencer par faire un petit quiz pour vérifier si vous avez eu le temps de bosser un petit peu ce qu'on a fait la semaine dernière. Je vais essayer de ne pas rentrer dans des questions trop techniques, histoire que vous puissiez répondre même avec ce qui vous reste dans votre tête du dernier cours. Donc, on fait comme d'habitude, les filles, vous participez sur le chat, essayez d'être relativement rapide, sinon après la réponse va vite arriver. Donc, on va commencer par des petites questions sur le chapitre des masques qu'on a vu la semaine dernière. Alors, est-ce que vous pouvez me donner la forme cosmétique d'un masque crème? Trop facile. Oui, ça marche. Ok, la parole est unanime. Donc, effectivement, on est bien sur une émulsion. Un masque crème, on va avoir une phase aqueuse, une phase huileuse et des tensioactifs pour lier tout ça. Super. Euh, Ensuite, quelle est la forme cosmétique d'un masque terreux? Là, on va dire la forme la plus rencontrée en tout cas. Oui, oh, Mallory, elle est en forme, ça rigole pas. Elle s'est encore dopée, ça marche. Suspension, c'est très bien, les filles. Je dis pas les prénoms de toutes, hein, mais Sarah, Mila, Camille, ça fait plaisir de vous voir participer. C'est effectivement une suspension, puisqu'on va avoir une grosse quantité de poudre qui est en suspension. En parlant de poudre en suspension, est-ce que vous pouvez me citer des exemples de poudres qui peuvent être mis dans un masque terreux? De l'argile, du talc. Ouais, on est sur les plus classiques. Est-ce qu'il y en a d'autres, peut-être un peu moins facile? La poudre de soie, oui, ça va rendre le masque très doux. La poudre de charbon, ça c'est très à la mode, ça va faire un masque très foncé, très noir. Ok, c'est déjà très bien. Ça marche. Qu'est-ce que je peux vous demander d'autre? Quel type de peau, pour quel type de peau je vais faire un masque gel? Masque gel, à votre avis? Oui, peau sensible, très bien, et peau déshydratée. Et effectivement, il y a aussi pour les peaux atones. Ça marche, c'est très bien. La peau sensible, elle va apprécier la fraîcheur du masque. La peau déshydratée, elle va apprécier que ce soit un masque qui soit rempli à quasiment 100% d'eau. Et la peau atone, elle va aussi apprécier la fraîcheur puisque ça va avoir cet effet tenseur au niveau de l'ovale du visage. Ça, c'est top. Est-ce que vous pouvez me donner l'action principale d'un masque à la paraffine? Que va faire, plutôt sur la main ou sur le pied, un masque paraffine? Il va nourrir. Oui, il va faire pénétrer les actifs. Hydratant, on est presque au-delà d'hydratant. On est sur de la nutrition. Effectivement, c'est occlusif. Donc, il y a pénétration d'actifs. Ça répare. C'est très riche. L'effet lifting, non, pas pour la paraffine, mais c'est bien d'avoir tenté. Ok, apaisé, pas vraiment, Alexandra. Au contraire, la paraffine, ça va être chaud et donc ça va avoir tendance plutôt à dilater les vaisseaux sanguins, donc à éviter sur une peau qui a besoin de douceur. Qu'est-ce que je peux vous demander d'autre?
j'ai pas envie de rentrer dans du trop technique, mais quand même un petit peu. Je vais vous demander de me citer des substances qu'on pourrait mettre dans un masque crème anti-rides, des principes actifs anti-rides. Des AHA. Moi, j'ai cru que Mallory, elle rigolait. Haha. En fait, c'est les AHA, de l'acide hyaluronique, de la gelée royale, du collagène, vitamine E, super. Très bien. De l'élastine, parfait. Est-ce que vous avez d'autres idées? La vitamine C, ça va avoir un petit côté éclaircissant. La spiruline, c'est pas mal aussi. Oui, très bien. Spiruline, il y aura un petit côté amincissant et un côté raffermissant aussi. Donc ça, c'est pas mal. Est-ce que vous connaissez le nom de la substance dans le masque auto-chauffant, le masque thermique, celui qui est rose qu'on applique sur le visage, le nom de la substance qui va apporter cet effet justement de chaleur, qui va faire que le masque monte en température au fur et à mesure? C'est pas facile. Pas vraiment oxyde de sodium. Sulfate de calcium, Océane, c'est très bien. Et jade aussi, super. C'est la même substance qu'on retrouve dans le plâtre pour faire les murs. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le masque plâtre. Et ce sulfate de calcium, quand on le mélange à l'eau, quand l'eau s'évapore, le sulfate dégage de la chaleur et ça monte en température. C'est le principe de ce masque auto-chauffant. Très bien. Et on va changer de chapitre. Est-ce que vous pouvez me donner, on va parler des crèmes pour les mains et les pieds qu'on a fait la semaine dernière. J'en vois qui ne participent pas, n'hésitez pas. Et celles qui sont avec nous et qui découvrent la cosméto, vous avez le droit de donner votre avis. Je vois Sabrina. Bonjour Sabrina, vous êtes la seule que je vois. Alors, je vais vous demander un adjectif pour des substances qu'on peut retrouver dans les crèmes mains ou crèmes pieds. Qu'est-ce qu'on attend d'une crème main ou d'une crème pied comme action? Jade, elle dit émollient. Oui, ça va ramollir les peaux mortes. Nourrissant, réparateur. Oui, très bien. Occlusif, oui. Surgraissant, top. Enlever les cornéocytes, enlever les cellules mortes, oui. Kératolytique, tout ça, ça va ensemble. C'est vrai que si on met des substances antifongiques, c'est-à-dire contre les champignons, et bien pour une crème pied, ça peut être un double emploi. Cicatrisant, c'est bien pour les talons fendillés. Kératolytique, très bien, puisque kératolytique, ça veut dire qu'il détruit les cellules mortes et ça va venir enlever l'excès de cellules mortes présent au niveau du talon notamment ou au niveau des mains pour les personnes qui travaillent pas mal avec leurs mains. Et réparateur, bien sûr. Très très bien. Wow, il y a de la participation aujourd'hui, c'est super. On va faire pareil pour le contour des yeux. Citez-moi des adjectifs. Qu'est-ce qu'on attend d'un contour des yeux? Hydratant, c'est la base. Tenseur, très bien. Astringent. Astringent, pas trop pour le contour des yeux, ça va vite. Anti-âge qui apaise, ne pique pas les yeux, ça c'est très important. Donc on ne va pas le formuler de la même manière qu'un autre. Décongestionnant, c'est top parce que le contour des yeux est parfois un petit peu gonflé, ça fait des poches et des cernes. Anti-tache, on l'a dit, on peut avoir des taches partout. Pas d'irritation, très bien. Pas de tensioactif anionique, Dorian, c'est très bien parce que les tensioactifs anioniques, pardon, ça pique les yeux. Un effet tenseur, Jade, c'est top. Je crois qu'à vous toutes, vous avez votre BTS. Allez, on va terminer sur les produits amincissants. Citez-moi des actifs amincissants. On en entend parfois parler dans les publicités. Voilà, la caféine, c'est le plus connu. Très bien. N'essayez pas de vous faire trempette dans un bol de café, ça ne marche pas. L'alcool de menthe, il y aura cet effet fraîcheur. La spiruline, c'est très bien. La menthe poivrée aussi, effet fraîcheur, mais pas réellement une action amincissante. Les algues, c'est top. Oui, super. Très, très bien. Et allez, on finit par les produits jambes lourdes. Les produits jambes lourdes, alors on a déjà cité la menthe et la menthe poivrée, le menthol pour l'effet fraîcheur. Est-ce que vous avez une idée de principe actif pour vraiment aller traiter en profondeur le problème de jambes légères? Donc des substances plutôt décongestionnantes ou vénotoniques. Jade, elle dit la vigne rouge, c'est très bien. La boue, non, la boue, pas vraiment. Le ginkgo biloba, très bien. Alors, je vais vous l'écrire, par contre, ginkgo biloba, parce que l'orthographe, c'est pas quelque chose qu'on rencontre tous les jours. Et marondende, parfait. On a le trio gagnant. Voilà, ginkgo biloba. C'est un arbre centenaire qui a de très grandes propriétés antioxydantes aussi.
Voilà. Eh bien, écoutez, on a fait un petit point sur ce qui a été travaillé la semaine dernière. Pour les filles de ma classe, vous pouvez prendre votre livre de cosméto sous les yeux ou éventuellement l'afficher sur votre écran. Pour celles qui ne l'ont pas, vous pouvez prendre des petites notes. Dans tous les cas, il va y avoir l'essentiel qui va être dit à l'oral. Donc aujourd'hui, comme Corinne Bosque vous l'a dit, on va travailler sur les produits de maquillage. Alors, produits de maquillage, on va parler évidemment de la composition, puisque c'est avant tout ça, la cosméto, parler de ce qu'on met dans les produits cosmétiques, mais on va aussi citer leurs actions et ce qu'on attend d'eux, et éventuellement un petit peu pour le côté ludique, comment on applique les produits, ou en tout cas des petites astuces. Voilà, donc on fera quand même un lien avec le cours de maquillage. Alors, les produits de maquillage, ils sont divisés en deux chapitres. On a ceux qu'on va appliquer sur la peau et ceux qu'on va appliquer sur les fanères. Est-ce que quelqu'un sait ce que sont les fanères? Je vous écris le mot. Est-ce que... Oui, les ongles, les poils, pas les yeux, mais les cils, les ongles, les poils et les cheveux. Tout ce qui n'est pas de la peau, effectivement. Les fanères, c'est tout ce qui recouvre notre corps, mais qui n'est pas de la peau. Donc, les poils, pour ceux qui en ont beaucoup ou pas, les cheveux, les cils, les ongles, et puis pour les animaux, c'est tout ce qui est cornes, écailles, plumes, sabots, etc. Donc, moi, j'ai choisi de faire deux chapitres. Les produits de maquillage cutané, on va commencer par ça, et ensuite, on fera les produits de maquillage des fanères, donc tout ce qui est mascara, vernis. Alors, on va commencer par les produits de maquillage cutané et on va commencer par parler des fonds de teint. Donc, le fond de teint, on est sur un produit qui est là pour corriger les imperfections au niveau du teint, dissimuler les imperfections et puis surtout unifier le teint. Donc, au niveau des qualités requises, ce qu'on va attendre d'un fond de teint, c'est déjà d'avoir un étalement facile, ça c'est quand même important, d'avoir un bon pouvoir couvrant en fonction du fond de teint que vous choisissez évidemment, puisque il existe des fonds de teint qu'on va choisir justement pour qu'ils ne soient pas trop couvrants. On va chercher à ce qu'il adhère correctement à la peau, sinon au bout de 2 heures, le fond de teint va tout simplement glisser et on n'aura plus rien sur le visage. On va chercher à ce qu'il absorbe un minimum les sécrétions cutanées, donc qu'il soit légèrement matifiant, pas trop occlusif, donc qui laisse respirer la peau un maximum. Il ne faut pas que parce que je me maquille, le soir, je me retrouve avec plein de boutons parce que ma peau n'a pas suffisamment respiré. Donc il faut qu'il soit relativement léger. Qu'il laisse respirer la peau, qu'il ait un aspect plutôt mat et velouté, mais après en fonction des différentes textures de fond de teint, on verra que le rendu ne sera pas forcément le même. Et en tout cas, il doit avoir, comme n'importe quel produit, une bonne texture, un parfum agréable et il ne doit pas irriter ou dessécher la peau. Alors au niveau de la composition d'un fond de teint, on est quasiment, pour tous les fonds de teint dont on va parler, on est sur une suspension. Une suspension puisqu'il y a énormément de pigments, de poudres colorées qui vont être mis dans le produit. Et ces poudres-là, elles vont se mettre en suspension dans le produit. Donc, à chaque fois que vous allez fabriquer ou rencontrer un fond de teint, vous serez forcément sur une suspension à cause de cette grande quantité de poudre. On est sur quasiment 10% du produit qui est constitué de poudre. Alors, des poudres blanches pour le côté couvrant et des poudres plutôt colorées pour justement venir égaliser la teinte de la peau. Alors, la plupart du temps, ces poudres, elles vont être dispersées soit dans une émulsion, la plupart du temps une émulsion huile d'en haut, soit éventuellement dans un gel. Et on fait même maintenant des fonds de teint ultra liquides, on appelle ça souvent des voiles de teint ou des eaux de teint. Et ça, c'est très liquide. Et dans ces cas-là, la poudre, elle va être mise directement dans une solution. Et là, avant d'utiliser le produit, il va falloir bien le remuer pour remettre les poudres en suspension à l'intérieur. Au niveau des poudres utilisées, si c'est des poudres blanches, on appellera ça des charges. Ça veut dire qu'elles sont là surtout pour donner de la consistance et de la couvrance. Donc, on part sur des poudres, les poudres blanches qu'on connaît, le talc, le kaolin, l'oxyde de titane. Et plus je mets de poudre, et plus mon fond de teint va être protecteur contre les UV. Il faut savoir que l'été, quand vous êtes maquillé, quand vous avez le teint maquillé avec un fond de teint ou une poudre, vous êtes déjà protégé par le soleil, même sans mettre de produits solaires. Tout simplement parce que les poudres que vous rencontrez dans votre fond de teint sont exactement les mêmes poudres qu'on va mettre dans un produit solaire.
Donc voilà, si vous avez un fond de teint qui est relativement courant et que vous le portez en été, ben, ça peut quasiment remplacer votre protection solaire. À vous de voir si évidemment il tient bien sur la peau. Parce que si vous avez par exemple une peau très grasse, au bout d'un moment le fond de teint il va glisser un petit peu, il sera plus présent sur la peau et dans ces cas-là, ben, vous n'aurez plus la protection solaire adaptée. Alors, on va regarder ensuite les différentes formes de fond de teint. Alors, moi, je suis curieuse de savoir ce que vous utilisez. Dites-moi dans le chat quel est le type de fond de teint que vous utilisez. Il n'y a pas de réponse fausse, donc tout le monde peut participer. Ouais, fond de teint fluide, c'est le plus classique. Donc, c'est le fond de teint un petit peu crémeux, mais pas trop épais. Fond de teint compact, ouais, fluide, ça je m'attendais forcément à cette réponse parce que c'est le plus classique. C'est celui aussi qui va convenir à tout le monde. La bébé crème, on va parler un peu d'une sorte de crème teintée entre la crème de jour et le fond de teint. Ouais, la CC crème. Cérine, vous pouvez nous dire ce que c'est une CC crème? Alors attendez, pas exactement, mais C'est enfin, pas moi grave. je pense que c'est comme un fond de teint, mais un peu moins couvrant ou quelque chose qui apporte plutôt un effet fini. Je sais Alors, pas trop comment expliquer. c'est pas une question d'épaisseur. En fait, CC, les deux lettres CC devant crème, ça veut dire correcteur couleur. Donc, on a des substances à l'intérieur qui sont là pour, quand on applique le fond de teint, venir vraiment unifier la couleur du teint. Donc, c'est bien quand on a des petites imperfections, des zones plus claires, des zones plus foncées, notamment sur les teints un petit peu hâlés, comme vous, Cérine. Donc, c'est top. Donc, je pense que vous avez le bon choix. J'ai entendu bébé crème. Bébé devant crème, ça veut dire beauty. Attendez, beauty blend. Non, attendez, je m'embrouille les pinceaux. Bébé crème, ça veut dire blemish blend. Ça veut dire qu'il est là aussi pour améliorer la qualité de la peau. En fait, la bébé crème, c'est entre la crème de jour et le fond de teint. On a pris les deux, on les a mélangés. On obtient donc une crème de jour, mais qui teinte, ou alors un fond de teint qui traite. Voilà pour la bébé crème. Et j'ai vu passer un autre mot, je crois que c'est Mylène qui m'a dit j'utilise un fond de teint compact. Attendez, je cherche. Oui, fond de teint compact, ça peut être deux choses. Soit c'est le style, ça ressemble à un gros rouge à lèvres. Dans ces cas-là, on est souvent sur des fonds de teint assez couvrants. Soit on est sur quelque chose qui est présenté dans un petit, quelque chose avec un miroir devant. Et dans ces cas-là, ça ressemble plus à une poudre. Voilà, donc les deux existent et on a tendance à appeler ces deux fonds de teint des fonds de teint compacts. Donc, on va parler de ces deux catégories-là. Alors, on va commencer par le fond de teint qui a été le plus cité, c'est le fond de teint fluide. On est sur la texture qui va convenir à un maximum de personnes. Pourquoi? Parce qu'on a un peu de couvrance, mais pas trop. Donc, ça va s'adapter aussi bien aux personnes légèrement ridées, mais aussi aux personnes qui ont la peau grasse ou aux personnes qui ont la peau un petit peu sèche. On est sur une suspension, toujours. La plupart du temps, on part d'une crème, d'une émulsion, dans laquelle on met environ 10% de poudre et on se retrouve avec un produit légèrement couvrant. Donc, on a un aspect qui est plutôt naturel et ça convient à un maximum de personnes. Après, évidemment, on peut en faire des plus ou des moins couvrants, des un peu brillants ou des très mat. Dans ces cas-là, ça va juste dépendre de la quantité de poudre qu'on met à l'intérieur. N'hésitez pas à m'arrêter sur le chat ou à poser une question ou éventuellement à rallumer votre micro comme l'a fait Cérine si vous avez envie d'intervenir. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le deuxième type de fond de teint, les filles, c'est le fond de teint crème. On est à peu près sur le même profil que le fond de teint fluide, sauf qu'il est un tout petit peu plus épais. On a quasiment autant de poudre, mais avant d'y mettre les poudres, on va formuler une crème un tout petit peu plus épaisse et un tout petit peu plus riche. Donc, avec un petit peu plus de substance grasse et épaisse et un petit peu moins d'eau à l'intérieur. Et je mets toujours autant de poudre par contre, des poudres blanches et des poudres colorées pour la couvrance et pour la couleur. Et ça, c'est très apprécié par les peaux matures, elles sont toujours en attente d'un petit peu plus de confort que les autres. Et puis, c'est bien aussi pour tout ce qui est peau sèche et sensible, puisque si on utilise un fond de teint un peu trop sec, on va faire apparaître toutes les petites peaux sèches qui sont sur le visage. Et si j'utilise un fond de teint crème, ben, je n'aurai pas ce problème-là. Voilà. Ensuite, on a les fonds de teint gel. Fond de teint gel, je formule un gel transparent et j'y mets une petite quantité de poudre. On obtient une texture très légère. Alors, c'est très bien pour les peaux grasses. Par contre, un fond de teint en gel
on a très peu de couvrance. Donc, c'est vraiment pour unifier très légèrement le teint et ça sera aussi apprécié. Alors, soit l'été, quand on a juste envie de se maquiller un tout petit peu. Ah, j'ai une petite question. Attendez, j'ai coupé ma phrase du coup. Comment on doit choisir son fond de teint par rapport à... Est-ce qu'on choisit par rapport à notre peau? Il faut le choisir déjà en fonction de ce que vous avez envie. Est-ce que vous voulez qu'il couvre ou non? Est-ce que vous avez envie qu'il soit épais ou pas? Et en fonction de ce que vous avez envie sur votre peau. Si vous me dites, oh, moi j'ai la peau grasse, mais j'ai quand même envie de bien camoufler mes imperfections, il va falloir le choisir suffisamment couvrant, mais pas trop brillant. Le but de connaître ses spécificités, c'est pour la suite en créer ou juste des connaissances techniques. Alors, on peut avoir ces connaissances de cosméto pour créer des produits cosmétiques, mais le plus important, c'est de connaître tout ça sur les produits pour bien les vendre et bien les utiliser. Une fois que vous avez vraiment toutes ces infos sur les produits, mais vous serez à même de bien les conseiller. Évidemment, il y a des infos un peu plus techniques sur le nom des substances. Vous n'allez pas vous en servir forcément au quotidien, mais en tout cas, ça permet au moins de bien les utiliser et bien les vendre. Et éventuellement, après, si vous prenez l'option cosméto, de forcément bien les connaître et donc bien les fabriquer, bien les formuler. Je reviens à mon fond de teint gel, les filles. C'est aussi apprécié par les hommes qui souhaitent se maquiller légèrement, parce qu'un homme, quand il va se maquiller, il n'aura pas envie que les autres le sachent forcément, normalement. Et donc, il va chercher quelque chose qui camoufle un petit peu, mais qui ne se voit pas. Et dans ces cas-là, le fond de teint gel peut être apprécié par les hommes. On a ensuite les fonds de teint stick, les fonds de teint compacts. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je parlais du fond de teint de Mylène. Ça va ressembler à une espèce de gros rouge à lèvres, une espèce de gros bâton de rouge à lèvres. On est sur une texture quand même assez épaisse et plutôt couvrante. Évidemment, si on peut toujours l'appliquer avec une éponge humide très très légèrement, mais normalement, ce type de fond de teint-là, on obtient une forte couvrance. On parle d'un produit anhydre. Un produit anhydre, c'est un produit qui ne contient pas d'eau. Donc, on est quasiment sur la même composition qu'un rouge à lèvres, mais qu'un rouge à lèvres mat. Il ne faut pas quand même qu'il soit trop brillant sur le visage. Et on a à l'intérieur beaucoup de pigments et de corps gras épais, justement pour obtenir cette texture et cette couvrance. Voilà. C'est très bien si vous voulez faire un teint parfait pour un maquillage soir, un maquillage vu de loin, type un maquillage podium ou ce genre de choses-là. Mais par contre, attention, parce que il y a énormément de gras à l'intérieur, donc c'est pas forcément le fond de teint qui va au maximum laisser votre peau respirer, et c'est pas non plus le plus adapté pour une peau grasse. Voilà. On a ensuite les fonds de teint poudre. Ceux-là, ils sont la plupart du temps présentés dans une espèce de petit poudrier à couvercle avec un miroir, et souvent vendus avec une petite éponge pour pouvoir l'utiliser. C'est pas une poudre, on est encore sur un fond de teint, mais il est présent dans ce petit boîtier-là. Et on est sur énormément de poudres compactées entre elles par des corps gras. Et ça, on est quasiment sur la texture d'une poudre, sauf qu'elle est autant couvrante qu'un fond de teint. Donc on est entre le fond de teint et la poudre, mais on a de la couvrance. C'est pas juste là pour fixer et pour matifier, ça couvre les imperfections. Ensuite, on a les crèmes teintées. Alors, il y a une petite dizaine d'années, la bébé crème est arrivée, un petit peu comme le super-héros du fond de teint. Faut savoir que la personne qui a créé la bébé crème n'a rien inventé. Avant ça, on avait la crème teintée et c'est pour moi la même chose. Un peu moins couvrant qu'un fond de teint et avec des actions d'une crème de jour à l'intérieur. On va revendiquer, en plus de camoufler les imperfections, une action hydratante, une action apaisante. Alors maintenant, on est sur des 12 actions en un. Voilà ce genre de bébé crème qu'on peut rencontrer. Et c'est très bien quand on a peu d'imperfections à camoufler. Donc au niveau de la formulation, on est toujours sur une suspension, c'est-à-dire une crème, une émulsion, dans laquelle j'ai mis une forte quantité ou une petite quantité de pigment en fonction de ce que je souhaite obtenir. Et on a donc les CC crèmes dont nous a parlé Céline. On est sur des produits qui sont là pour corriger les imperfections de couleur. À l'intérieur, on va utiliser des pigments, alors qu'ils ne se voient pas. Quand la CC crème sort, elle est de la couleur d'un fond de teint, mais à l'intérieur, il y a des substances et des pigments qui sont là pour équilibrer la couleur de la peau. Sinon, ça s'utilise évidemment comme n'importe quel fond de teint.
Alors, je vous ai noté dans le cours, pour celles qui ont le livre sous les yeux, les différents conditionnements de fond de teint. On fait plein de choses. Évidemment, il y a le pot pour des textures crémeuses, il y a le tube, c'est très rencontré, le boîtier éponge avec le petit miroir justement, le flacon pompe, le flacon en verre avec la petite pipette où il faut appuyer sur un embout un petit peu souple sur le dessus. Ça revient à la mode beaucoup aussi dans tout ce qui est tuto internet où elles font couler sur la joue. Et on a tout ce qui est stick et ça c'est comme un gros bâton de rouge à lèvres. Ok? Est-ce que vous connaissez d'autres conditionnements de fond de teint que j'ai pas cités? Conditionnement, c'est dans quoi je mets mon produit. Non? On a cité les plus importants. Il y en a un, je ne suis pas sûre d'avoir le vrai nom. Ça vient d'Asie, je crois que c'est la forme cushion, où à l'intérieur, on a une substance assez importante et on presse comme ça sur une espèce d'embout mousse et ça fait sortir du produit. Mais voilà, je crois que ça n'a pas bien marché, pas bien pris cette histoire. C'était l'année dernière que c'est sorti ce type de conditionnement. Il y a des feuilles aussi, je ne connais pas, Jade. Des feuilles avec du fond de teint dessus? Ou est-ce que c'est juste les petites feuilles pour absorber le sébum? Non, non, c'est avec du fond de teint dessus. Enfin, après, je sais pas si c'était avec du fond de teint ou du fard à joues ou quoi. Mais en tout cas, c'était des petites. Enfin, c'est pareil que pour absorber le sébum, en fait. C'est les D'accord. mêmes types de feuilles, sauf que c'est coloré et tu te le mets, tu te l'appliques sur le visage. Et alors, on se le frotte sur le visage, la petite feuille? Mais, enfin, moi, je sais pas, mais elle tapotait la fille. Bon, après, j'ai vu ça sur Internet, hein, mais ça existe. D'accord. Et ben voilà, ben, j'ai Comme dans, appris un nouveau conditionnement. comme dans un petit livre, en fait, avec plein de feuilles. Oui, d'accord. Ok, ouais, comme les feuilles pour le sébum. Ok, et Ouais. ben voilà. Bon, ça doit pas être le conditionnement le plus rencontré, mais en tout cas, voilà, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. On pourrait très bien imprégner une lingette avec du fond de teint, et comme ça, j'ai ma petite dose de fond de teint pour partir en voyage. Tout ça, ça existe aussi, évidemment. Ça marche. Au niveau de l'utilisation, vous savez que le fond de teint, il y a plein de façons de l'utiliser. Il n'y a pas une meilleure façon enfin, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Tout va dépendre de votre choix à vous et aussi de ce que vous voulez obtenir sur le visage. Pour un rendu plus naturel, ça va être éventuellement au doigt, parce que c'est vrai que le doigt, il est chaud, donc il va bien faire fondre la substance. Sinon, il y a le pinceau, il y a les éponges, il y a plein d'éponges différentes, il y a l'éponge humide ou l'éponge sèche. Mila, elle nous dit fond de teint aérosol, c'est vrai que ça existe beaucoup aussi pour le corps pour harmoniser la couleur des jambes quand on fait des photos, ce genre de choses aussi, ça existe. Fond de teint aérosol, c'est vrai. Pour l'application du fond de teint, on peut aussi utiliser des espèces de petites brosses avec des poils qui sont très 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 denses. Voilà, après, à vous de voir. Il n'y a pas de technique à l'examen. La seule technique autorisée, c'est une technique où l'hygiène est irréprochable. Donc, vous pouvez le faire soit à l'éponge, soit au pinceau, avec une éponge neuve à l'examen et avec un pinceau bien désinfecté avant de démarrer. Voilà. On évite au doigt à l'examen parce que c'est plus une technique maison qu'une technique professionnelle. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur les fonds de teint, les filles? Ça a l'air d'aller. Ok, peut-être qu'il y en a qui tapent. Je patiente 2 petites secondes. Mais sinon, on va enchaîner sur les poudres, tout ce qui est poudre de teint. L'airbrush aussi pour les pros, bien sûr, il y a des fonds de teint qui sont fabriqués très fluides pour qu'on puisse les mettre dans un airbrush, une espèce de pistolet à peinture, et ça permet effectivement de faire un teint vraiment top. Moi, quand je mets du fond de teint avec une éponge, j'ai l'impression que l'éponge absorbe. Et oui, ben, c'est le problème quand on utilise une éponge, c'est que la moitié de votre fond de teint est absorbé par l'éponge. C'est pas une impression, hein, c'est vrai qu'on perd du produit. Alors c'est un peu dommage. Dans ces cas-là, vous pouvez essayer soit au doigt, moi je trouve que ça fait un super rendu, surtout à la maison, soit un pinceau. Vous perdrez un peu moins de matière. Et l'éponge, c'est compliqué, hein. Si vous utilisez l'éponge, ça va forcément absorber. J'ai un début de question, mais j'ai pas la fin. Elisa Wally. Oui, on peut l'humidifier, ça va empêcher un petit peu le produit de rentrer, mais et il existe des éponges anti-absorbantes. Alors ça, ouais, je sens que je vais en apprendre des choses aujourd'hui. Je savais pas. Ça laisse beaucoup de traces. Ça dépend des pinceaux aussi, hein. Franchement, ça, avec un bon pinceau, on n'a pas forcément de traces. Un bon pinceau, un bon fond de teint, mais bon, il faut aussi que le fond de teint aille bien avec le pinceau. À vous de voir. Il faut bien chauffer, ouais, il faut bien chauffer la matière.
Voilà, il existe de tout. Hein. Je vois que certaines disent, moi j'ai l'éponge, il faut trouver sa bonne éponge. Il y en a une qui va vous dire, oh moi mon éponge elle est formidable. Ah bon, moi je l'ai utilisée, je la trouve nulle. Voilà, ça c'est vraiment, il y a pas quelque chose qui est formidable pour tout le monde. Il faut vraiment que vous testiez, que vous trouviez ce qui vous plaît. Alors on passe aux poudres. On va passer aux poudres. Les poudres, elles sont là pour venir fixer le maquillage. Je viens d'appliquer mon fond de teint et par-dessus, je vais venir poudrer afin de fixer le fond de teint et de pouvoir ensuite procéder à la suite du maquillage. Puisqu'une fois que mon teint est poudré, eh bien, je vais éviter de venir le tacher avec mon fard à paupières, par exemple. Alors que tant que je ne poudre pas mon teint, eh bien, tout ce qui est fard à paupières qui va tomber au niveau du fond de teint va être absorbé et là, j'aurai une tache qui ne va plus bouger. Donc, mes poudres, elles sont là pour matifier et pour fixer le fond de teint. Vous avez différentes qualités requises qui sont toujours proches des autres produits. Hein. Un bon pouvoir couvrant, elles doivent être adhérentes, elles doivent bien absorber, elles sont faciles à appliquer, etc. etc. C'est quasiment tout le temps la même chose pour tous les produits de maquillage, les filles. On va par contre parler des différents types de poudres. Vous avez en gros 2 catégories de poudres. Les poudres libres et les poudres compactes. Alors, c'est une question de présentation. Les poudres libres, j'ai uniquement des poudres à l'intérieur. Je n'ai rien d'autre. Donc, j'ai une texture très fluide et c'est souvent vendu dans une petite boîte plastique qui est recouverte par un tamis. Attention parce que si vous la faites tomber, votre poudre, il y en a partout, elle est foutue. Et puis, il y a la poudre compacte où elle, en plus de toutes ces poudres à l'intérieur, je vais y mettre un petit peu de corps gras et j'utilise une machine qui va compacter tout ça et j'obtiendrai une poudre compacte. Là, c'est pareil, hein, remarque, si vous la faites tomber, il y a une chance sur 2 pour que votre poudre n'ait plus le même état. Votre poudre libre, au niveau de la forme cosmétique, on est donc sur une poudre, tout simplement, puisque c'est 100% de poudre, des poudres blanches et des poudres colorées. Vous avez une très forte quantité de talc, on est sur environ 60 à 80% de talc. C'est une poudre qui absorbe bien, qui tient bien, qu'on va pouvoir colorer facilement et qui ne coûte pas trop cher. Donc, c'est pour ça qu'elle est très souvent utilisée. Souvent, on va y associer un petit peu d'amidon pour la couvrance. Et puis ensuite, en fonction de ce que je souhaite obtenir, je vais pouvoir rajouter quelques petites substances qui vont permettre d'améliorer les qualités de la poudre. Est-ce que la poudre blanche est mieux que la poudre colorée? Ça dépend. Il n'y a pas mieux ou moins bien. Si votre fond de teint vous a déjà donné la couvrance nécessaire, vous pouvez venir poudrer avec une poudre blanche. Elle va être juste là pour matifier, mais elle ne change pas la couleur. Une poudre blanche de bonne qualité, hein, parce que si elle est de mauvaise qualité, vous ressortez, vous êtes toute blanche. Hein. Par contre, si votre fond de teint ne vous a pas encore donné suffisamment la bonne couvrance, dans ces cas-là, vous allez venir poudrer avec une poudre colorée et ça va encore venir apporter de la couvrance en plus d'apporter de la matité. Ok, super. Bon, ça va. Je crois que j'ai répondu à la question. Je vous ai noté donc quelques petits adjuvants qu'il est possible de rajouter dans une poudre. On peut y mettre du carbonate de magnésium. C'est une poudre qui est quasiment pas palpable. Elle va apporter beaucoup de légèreté à la poudre et beaucoup de finesse. On peut y mettre aussi du stéarate de magnésium ou du stéarate de zinc. Ça va apporter une bonne adhérence et ça va apporter aussi un produit bien homogène, avec pas comment ça s'appelle, des petits paquets de poudre. On va avoir une poudre qui va être très fluide. Je peux rajouter de la poudre de soie aussi, ça va donner une poudre très fluide et très agréable, qui ne va pas venir boucher les pores et marquer les ridules. Et puis évidemment, des antioxydants, des conservateurs pour pouvoir conserver mon produit un petit moment. Et puis évidemment des pigments. Alors des pigments, il y a environ 1 à 3% de pigments dans une poudre, qu'elle soit libre ou colorée. On n'est pas non plus sur quelque chose d'ultra couvrant. La poudre toute seule, par exemple, ne suffit pas. Elle est là pour améliorer un peu la couvrance et surtout pour matifier. Voilà. Puis je peux éventuellement y mettre des substances nacrantes si j'ai envie de faire une poudre légèrement irisée. Et puis éventuellement la parfumer pour qu'elle soit agréable à l'utilisation. En agent nacrant, vous pouvez utiliser la guanine ou le mica-titane. Voilà, c'est peut-être retenez surtout le mica-titane, les filles. C'est le nacrant le plus utilisé. Après, je serais ravie que vous me ressortiez l'oxychlorure de bismuth, mais ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. Mica-titane, c'est bien.
Voilà, au niveau du conditionnement, on l'a dit en début de partie sur la poudre libre, on est sur une petite boîte en plastique la plupart du temps qui va être recouverte par un tamis et qui va laisser passer qu'une petite quantité de poudre libre. Vous pouvez l'appliquer soit au pinceau poudre, mais vous allez en perdre une partie parce que c'est vrai que la poudre elle est très volatile, soit vous pouvez l'appliquer avec une houppette, une espèce de petit disque en tissu avec une mousse à l'intérieur. Voilà. La houppette donnera logiquement un poudrage un petit peu plus intense et le pinceau un poudrage un petit peu plus naturel en fonction de ce que vous souhaitez obtenir. Et puis on a donc les poudres compactes qui vont faire exactement la même chose, qui sont un tout petit peu plus grasses sur la peau puisqu'on va venir rajouter 2 à 5% de substance grasse. Cette substance grasse, elle est là pour venir compacter les poudres. On met dans une machine qui compacte très 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 fort et grâce au corps gras, mais ça va venir faire tenir les poudres entre elles, d'où ce principe de poudre compactée. On parle aussi de poudre pressée. Les corps gras qu'on utilise pour compacter les poudres, c'est soit de l'huile de vaseline ou soit de la lanoline. Voilà, c'est les deux substances les plus rencontrées. On utilise aussi une substance qui s'appelle du PTIS, en lettres majuscules, PTIS. Voilà. Je crois que ça, c'est cité un petit peu plus loin dans le cours, donc si vous ne l'avez pas écrit à ce moment-là, ce n'est pas très grave. Voilà pour les poudres de thème, puisqu'après on va reparler de cette forme cosmétique au moment où on parlera des fards à joues et des fards à paupières. On va parler des fards correcteurs gras. Donc on avance progressivement dans le maquillage, on est encore sur le maquillage du teint. Les fards correcteurs gras, c'est tout ce qui va être utilisé à l'aide d'un petit pinceau pour venir camoufler les imperfections. Au niveau imperfection, on a soit les petits boutons, les cernes, mais on peut aussi avoir des imperfections de volume, des creux ou des bombés. On va pouvoir s'en servir par exemple pour venir intensifier la longueur d'un nez ou au contraire rétrécir. On va se servir du clair et du foncé. On sait que le foncé, si on le place, ça va avoir tendance à creuser et le clair va avoir tendance à repulper et à regonfler. C'est pour ça qu'un cerne qui est ici, qui a tendance à être naturellement un peu creusé et un peu foncé, je vais venir travailler un fard correcteur gras plutôt clair pour venir contrebalancer ce côté creusé. À l'inverse, par contre, si je trouve que mon nez est trop long, par exemple, il va attirer la lumière au bout du nez, ici, et je vais venir mettre ici un petit peu de correcteur gras foncé, ce qui va en fait mettre mon bout du nez dans l'obscurité, dans l'ombre, et attirer la lumière sur le reste. Et donc visuellement, ça paraîtra un petit peu, enfin mon nez, entre guillemets, va paraître un petit peu moins long. Voilà, on peut utiliser ça pour plein de choses, soit en correcteur gras, c'est ce qu'on va voir juste là, soit aussi sous forme de poudre. Je peux venir par exemple mettre là dans le creux en dessous de l'os malaire, je peux venir mettre ici du foncé et ça va intensifier le creux de la joue. Et si par contre j'ai envie de mettre en relief la pommette, dans ces cas-là, au-dessus, ici, je viendrai plutôt mettre quelque chose de coloré et de lumineux et de clair. Ok? Alors, on va regarder ensemble la composition de ces fards correcteurs gras. On est toujours sur des suspensions comme la plupart de vos produits cosmétiques puisqu'il y a énormément de poudre pour les colorer et les rendre couvrants. On est sur des suspensions, sauf que cette suspension, elle est faite dans une émulsion très épaisse, souvent huile d'en haut, mais assez compacte et assez grasse pour que ça tienne sur le visage. Et je mets beaucoup de poudre couvrante et beaucoup de poudre colorée, justement pour pouvoir cacher les différentes imperfections. Alors, ça peut se présenter en crème. Dans ces cas-là, c'est des tout petits pots. On est sur des petites quantités, petits tubes, petites flaconnettes. Ou alors, je fais couler ça dans des palettes où je vais me retrouver avec différents correcteurs gras à l'intérieur. Et ça peut être pas mal en conditionnement professionnel d'avoir tous vos correcteurs gras sur la même palette. Voilà. On peut aussi faire des petits bâtons parce qu'à la maison, c'est plus facile de venir l'appliquer directement sur son visage. Par contre, en pro, quand on est professionnel, on ne va jamais appliquer directement le bâton de correcteur sur la cliente. Voilà. Au niveau des différentes catégories de fards correcteurs, vous allez avoir les fards modelants. Ils sont là justement pour utiliser le clair et le foncé du visage pour mettre en lumière ou au contraire pour gommer certaines choses.
Donc là, je vous l'ai dit, on utilise le clair pour donner du relief et le foncé plutôt pour creuser. On a ensuite les fards de camouflage. Eux, ils sont là pour venir camoufler les grosses imperfections, type le bleu des cernes ou la rougeur d'un bouton. Et on a ensuite les anti-cernes qui, eux, vont être là uniquement pour camoufler les cernes. Il ne faut pas qu'ils soient trop épais et trop riches, sinon ils vont venir se mettre dans les ridules du contour des yeux et ça ne va pas forcément être top. Et l'anti-cerne, il a une particularité, c'est un mélange en fait de deux couleurs, l'anti-cerne. On va utiliser du clair pour équilibrer ce côté creusé du cerne et on va aussi utiliser un petit peu de teinte orangée puisque le orange est la couleur complémentaire du bleu-violet et donc ça va venir enlever cet effet violacé du contour des yeux. Donc un peu de clair, un peu d'orangé à l'intérieur et j'aurai gommé à la fois le problème de zone creusée et à la fois le problème de zone un peu colorée en bleuté. Voilà. Ensuite, s'il n'y a pas de questions sur tout ce qui est correcteur, on peut passer au fard à paupières. Ça a l'air d'aller. Je laisse le temps pour si vous tapez une petite question, mais je pense qu'on est bon. J'ai perdu personne. Comment ça va? Ça va bien? Ouais. Dorian a fait bronzette. Ça va? Tout le monde comprend bien? Les filles de la classe, tout va bien? Oui. Et celles qui découvrent? Tout va bien. Ok, ça marche. Allez, alors on va continuer, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à intervenir. Super. On va parler des fards à paupières. On parle aussi d'ombre à paupières. C'est peut-être un petit peu plus ringard de dire ombre à paupières. À votre avis, quelle est la forme cosmétique d'une ombre à paupières? Un fard à paupières. Est-ce que c'est une crème? Est-ce que c'est une solution? Oui, on va être sur une poudre. Et plus précisément, une poudre compacte. En tout cas, la plupart du temps. Suspension, du coup, Charlène, on ne parle pas vraiment de suspension parce que pour être une suspension, il me faut des poudres à mettre en suspension dans une autre texture, dans autre chose. Et du coup, là, j'ai que des poudres. Donc, si j'ai que des poudres, et ça s'appelle aussi facilement que ça peut s'imaginer une poudre. Soit elle est libre, soit elle est compacte. La plupart des fards à paupières vont être des poudres compactes. Ok. Maintenant, ça existe, les poudres libres en fard à paupières. C'est pas évident à travailler parce que les pigments vont tomber beaucoup sous l'œil, donc il faut vraiment avoir bien poudré en dessous. Mais certaines marques, on a chez NYX par exemple des fards à paupières en poudre libre, voilà, sous forme d'espèces de petites salières, et c'est en fait des pigments qui sont là-dedans, donc c'est une couleur qui est assez franche et assez pure. Voilà, sinon on est tout simplement sur des poudres compactes. Donc à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? Une très très grande quantité de poudres qui vont être là pour apporter la couleur et la couvrance. J'ai aussi des poudres blanches pour bien couvrir, pour que mon fard à paupières ne laisse pas apparaître la peau en transparence. Et puis, j'ai toujours cette espèce de liant gras qui permet à mon fard à paupières de tenir sous forme de poudre compacte. Et ça, on l'a dit tout à l'heure, on peut utiliser des substances grasses comme la lanoline ou n'importe quel ester gras. Et on l'a noté tout à l'heure, enfin je vous l'ai dit à l'oral et là dans votre cours il est noté les filles, c'est le PTIS, le pentaérythritol tétraisostéarate. Je suis désolée du nom, vous pouvez retenir le PTIS, ce sera déjà formidable. Même Sabrina elle ne veut plus venir chez nous. Elle a eu peur. Donc voilà, sinon vous pouvez retenir qu'on utilise des corps gras pour compacter les poudres, ça sera déjà formidable. Voilà, et on va essayer au maximum de réduire les poudres le plus fin possible. On parle de poudre micronisée et on obtient dans ces cas-là une poudre de très bonne qualité qui va facilement se dégrader, facilement s'appliquer et qui sera une poudre appréciée par les maquilleurs. Voilà, donc au niveau de la composition, des poudres blanches, des poudres colorées et quelques corps gras. Évidemment, on n'oublie pas tout ce qui est conservateur et on peut aussi parfumer un produit de maquillage, mais pour les fards à paupières, on évitera. On sait que c'est souvent les parfums qui vont créer des allergies ou des mauvaises réactions. Donc, on va limiter le parfum. Maintenant, il y a des marques qui en font même un petit peu leur marque de fabrique, de parfumer les fards à paupières.
C'est vraiment pour le côté commercial. Ça n'a aucun intérêt d'avoir une palette qui sent le chocolat ou l'abricot, mais pourquoi pas, la pêche. C'est formidable. Voilà, mais c'est vraiment pour le côté fun. Et d'ailleurs, ça marche puisqu'il y a plein de gens qui les achètent. Il existe aussi une autre forme, hein, on a parlé des fards à paupières les plus rencontrés, c'est les poudres compactes. Maintenant, on a aussi des fards à paupières crème. À une époque, c'était vraiment réservé pour les petites mamies, hein, les fards à paupières crème. Ça se mettait en plus dans leur ridule au niveau du creux palpébral. Maintenant, ça c'est redevenu un petit peu à la mode parce que c'est quand même pas mal pour créer certains dégradés et pour créer certains rendus qu'on ne peut pas avoir avec une poudre. Donc, le fard à paupières crème revient un petit peu à la mode. Dans ces cas-là, il est vendu soit en tout petit pot avec un couvercle qui se visse, soit en petit tube. Dans ces cas-là, ça ressemble plus à un petit tube de peinture. Voilà. La composition, on est dans ces cas-là sur une émulsion, donc une crème, dans laquelle je vais mettre beaucoup de fard à paupières pour obtenir ce côté couvrant. Voilà. Si on formule une crème pour faire des fards à paupières, évidemment, on n'oublie pas tous les additifs obligatoires, les conservateurs, surtout conservateurs contre les microbes, antimicrobiens, et les conservateurs contre l'oxydation, les conservateurs antioxydants. Voilà. On parle ensuite des eyeliners, les filles. Les eyeliners, à votre avis, comment je fabrique un eyeliner? Dites-moi dans le chat, qu'est-ce que je pourrais y mettre à l'intérieur? Bon, ben on n'y met rien, tant pis. Bon, ben on va pas faire. Ouais, des pigments, ça marche. Oui, évidemment, des pigments en forte quantité. Parce que si je veux que quand je passe mon eyeliner, dès le départ, j'ai une texture, enfin une couvrance importante, il me faut une sacrée quantité de pigments. Jade vous dit de pigment noir, oui, à part si on veut en faire autre chose. Le charbon ne va pas forcément être très utilisé au niveau de l'œil parce qu'il ne sera pas forcément bien toléré, à part si c'est du charbon végétal. Dans ces cas-là, pourquoi pas? Les eyeliners sont des suspensions, effectivement. Oui, une forte quantité de poudre mise soit dans une crème, soit dans une solution. Et ça va donner cette espèce de petite pâte. Voilà, qu'est-ce que j'avais vu passer comme autre mot? Pigment, poudre. Oui, ben, on est comme sur tous les produits cosmétiques, produits de maquillage. On va avoir à l'intérieur une forte quantité de pigments. Vous pouvez retenir qu'on est sur environ 25% de pigments. Donc, par exemple, beaucoup plus que dans un fond de teint. Tout à l'heure, on était entre 10 et 20%. On a ensuite de l'eau. On va y mettre des gélifiants pour une texture qui va tenir sur le pinceau ou qui va tenir sur le petit feutre, puisqu'il existe différents conditionnements d'eyeliner. Et puis, à l'intérieur, on va rajouter quelque chose. Bon, évidemment, vous ne l'avez pas cité, mais je m'y attendais quand même. Il faut des agents filmogènes. Des agents filmogènes, c'est ce qui va faire justement que votre eyeliner va sécher et va donner cet effet de tracé sec qui ne bougera pas toute la journée. Alors que si je le fais avec un fond de teint, par exemple, ça pourrait rester un petit peu gras. Donc, je vais utiliser des substances filmogènes. On parle aussi de substances plastifiantes. Et ça, l'exemple, enfin, le nom de la substance à retenir, c'est ce qu'on appelle le PVP, le pyrrolidone carboxylique. Voilà, donc à retenir, c'est le PVP, c'est ce qui va donner cet effet un peu collant qui a séché pour avoir un tracé qui au bout d'un moment ne bouge plus et je vais pouvoir passer à la suite, appliquer mon mascara, etc. Et je mets à l'intérieur des substances humectantes pour que mon produit reste quand même toujours bien humide et qu'il ne sèche pas, surtout dans son conditionnement. Voilà. Alors les eyeliners, il y a différents conditionnements, il y a différentes présentations. Vous avez la présentation classique, la présentation liquide, on va dire, qui est destinée au grand public. Donc dans une espèce de petit tube. Et dans mon bouchon, j'ai un système applicateur. Ça peut être un petit stylo, tout simplement un pinceau très fin. Il existe plein de choses. Et même maintenant, on a des espèces de petits tampons qui sont utilisés pour venir faire la pointe de l'eyeliner. Ça se voit de plus en plus parce que la mode est à cet eyeliner assez sorti et assez marqué et pas facile à faire forcément. Et puis, il y a cette forme que peut-être tout le monde ne connaît pas, enfin, celles qui sont à l'école.
vous la connaissez puisque vous l'avez dans votre matériel. C'est la forme sèche, c'est l'eyeliner cake. Alors, vous allez prendre la même composition qu'on vient de voir et vous allez enlever l'eau. On va se retrouver avec une texture sèche, un petit peu comme un fard à paupières visuellement, mais je vais venir avec un pinceau eyeliner. Alors, il me faut un pinceau à part puisqu'il n'est pas forcément vendu avec. J'humidifie mon pinceau et je vais venir recréer une espèce de pâte colorée. Et ça, je peux l'utiliser ensuite comme n'importe quel eyeliner. L'avantage de ne pas avoir d'eau dans un produit cosmétique, c'est que je vais avoir une conservation qui est exceptionnelle. Un eyeliner cake peut être gardé 10, 15, même 20 ans, puisqu'il y a zéro problème de contamination microbienne, puisqu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Et les microbes recherchent la présence d'eau, évidemment. Donc voilà, ça c'est vraiment très pratique et puis ça se transporte très facilement. Et ça vous permet aussi de l'utiliser avec un pinceau qui vous plaît à vous. Parce que quand on achète un eyeliner dans le commerce, des fois c'est le pinceau qui ne vous convient pas. Donc là, vous choisissez le pinceau que vous voulez, soit un pinceau eyeliner, soit un pinceau biseauté éventuellement, et vous pouvez faire votre trait d'eyeliner classique. Donc voilà, en tout cas, on est donc soit sur une suspension pour la forme liquide, soit sur une forme poudre compacte, dans ces cas-là, si on est sur un eyeliner cake. Voilà, ça s'écrit comme un cake qu'on mange. On parle ensuite des fards à joues. Qui peut me dire la différence, vous pouvez répondre dans le chat ou éventuellement allumer votre micro, la différence entre un fard à paupières et un blush, un fard à joues? Océane, elle dit il n'y a aucune différence. Ok. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence? Bon, je pense que tout le monde a l'air d'accord avec Océane. Effectivement, il n'y a aucune différence, si ce n'est la couleur, mais entre un blush et un fard à paupières rose ou abricot ou un petit peu orangé, il n'y a aucune différence. Un blush, un fard à paupières, c'est exactement la même composition. Donc, je vais avoir des pigments, évidemment des pigments adaptés à la couleur que je souhaite obtenir. Moins pigmenté, ça va dépendre des produits. Alves, je pense que c'est Alves votre prénom, excusez-moi. Ça va dépendre des produits tout simplement parce qu'on a des blushs qui sont extrêmement pigmentés. Dans ces cas-là, il faut vraiment y aller tout doucement avec votre pinceau, sinon vous allez vous retrouver avec une barre qui est difficile à estomper. Et puis d'autres blushs sont très très peu pigmentés. Dans ces cas-là, il faut en prendre plus. Donc ça va vraiment dépendre des marques. Là-dessus, on ne peut pas vraiment dire. En tout cas, elles sont moins pigmentées. Mon prénom, c'est Léa. Pardon, Léa. Je suis vraiment désolée. Je me suis trompée, pardon. Ok, excusez-moi Léa de vous avoir appelé Alves. En tout cas, c'est très bien d'intervenir comme ça, il n'y a aucun souci. Donc, la plupart du temps, entre un blush et un fard à paupières, on aura exactement la même composition. On peut avoir un blush pailleté, on peut avoir un blush légèrement irisé, au même titre qu'on peut faire pareil avec un fard à paupières. Voilà. Au niveau de la couleur du blush, on va l'adapter à la carnation de la cliente, mais aussi au maquillage. La plupart du temps, quand on est sur un maquillage au ton chaud, on va plutôt utiliser un blush chaud, donc avec des teintes orangées et abricotées. Et si on est plutôt sur un maquillage au ton froid, type violet ou vert, dans ces cas-là, on partira plutôt sur un blush froid. Après, ça, c'est des règles on sait qu'en maquillage, on peut faire de plus en plus, on peut sortir vraiment de ces codes-là. Il faut aussi que ce soit adapté à votre modèle. Ne mettez pas, imaginons un modèle qui a la peau très claire avec beaucoup de rougeur. Attention de ne pas lui mettre un blush trop rosé, sinon ça va tout simplement faire ressortir ses rougeurs. Et dans ces cas-là, tout le travail de préparation avec les correcteurs et les fonds de teint vont être balayés avec ce blush qui va recréer en fait un effet de rouge. Donc attention à ça. Voilà pour le blush. Ça existe aussi sous d'autres formes que le blush classique poudre. Vous avez les blushs crème. Alors ça peut être pas mal, surtout quand on ne sait pas forcément bien poser son blush. On est sur une texture assez crémeuse, mais assez épaisse, puisqu'il y a quand même pas mal de poudre à l'intérieur. Et on va tout simplement venir masser la pommette, et ça va donner un petit effet bonne mine. Et c'est beaucoup plus facile d'avoir quelque chose de naturel qu'avec un pinceau, où là, j'ai tout de suite un effet un petit peu barre. Il y a le fond de teint liquide chez Benefit. Alors attention avec les formes liquides parce qu'elles ont tendance à sécher assez rapidement. Et si on n'a pas fini de le travailler, on se retrouve avec quelque chose de pas forcément très sympa.
mais celui de Benefit en particulier, je ne le connais pas, Mylène. Est-ce qu'il a ce souci de sécher un peu rapidement ou ça va? Ça va, ok, super. Il y a aussi les formes compactes où ça va être un petit peu comme un rouge à lèvres. D'ailleurs, si vous n'avez pas de blush, vous pouvez très bien utiliser un rouge à lèvres. Vous le prenez pas trop gras, sinon on va avoir cet effet brillant sur la joue, mais vous prenez un tout petit peu de rouge à lèvres comme ça directement sur le bâton et vous venez tapoter au niveau du centre de la pommette et en partant un petit peu sur la zone un petit peu plus volumineuse et vous allez obtenir un effet blush. Voilà. Parce qu'on est toujours sur l'utilisation des pigments, hein, qu'ils soient dans un rouge à lèvres, dans un fard à paupières ou dans un blush. L'essentiel, c'est la couleur avant tout. Voilà pour ce qui est des fards à joues et des blushs, puisque c'est la même chose. On va parler maintenant des rouges à lèvres. Alors, les rouges à lèvres, vous allez voir, pour celles qui ont le cours sous les yeux, qu'on est sur une composition très vaste, très dense. C'est un des produits cosmétiques qui a une composition la plus longue. Voilà. Il y a énormément de substances à l'intérieur parce que chacune va jouer son rôle particulier. Une va apporter la brillance, l'autre va apporter du glissant, l'autre va venir donner un effet longue tenue, etc. Donc, vous allez voir que la composition d'un rouge à lèvres, c'est tout un programme, surtout quand il s'agit de l'apprendre pour l'examen blanc qui approche. Alors, au niveau des qualités requises d'un rouge à lèvres, il faut évidemment qu'il soit inoffensif et comestible. On parle vraiment de comestible puisqu'il est appliqué sur la lèvre, donc il y a un risque de toucher les muqueuses et il y a un risque de l'ingérer, d'en manger un petit peu quand on parle, quand on mange et quand on boit. Donc il faut absolument que toutes les substances à l'intérieur puissent être avalées au cas où ça arrive. Bon, évidemment, on ne se nourrit pas de rouge à lèvres non plus, mais voilà, en tout cas, il y aura des tests spécifiques pour les rouges à lèvres. Ensuite, il faut qu'il y ait une odeur neutre et agréable et aussi un goût. On a déjà tout testé un rouge à lèvres où sur la bouche, il y a vraiment une sensation désagréable parce que le goût n'est pas bon. Donc, en plus de l'odeur, il faut vraiment que le goût ne soit pas trop désagréable. Il faut une couleur constante. Ça existe des rouges à lèvres de mauvaise qualité où la couleur va changer dans la journée en fonction de la chaleur, en fonction du pH de votre lèvre. Ça, c'est un rouge à lèvres de mauvaise qualité. Ça ne doit pas arriver et normalement, on fait des tests pour éviter que ça arrive, justement. Ils ne doivent ni se rompre, ni se déformer, même s'il fait un petit peu chaud. Évidemment, on ne laisse pas son rouge à lèvres derrière un pare-brise en plein été, mais en tout cas, à température classique, dans une maison, 20, 25 degrés, même 30 degrés, quand je l'utilise, à condition de ne pas l'avoir sorti en entier, évidemment, il ne doit pas se déformer et pas trop se rompre. Il ne doit pas, à l'inverse, devenir trop dur par temps froid. Par exemple, quand vous prenez l'avion et que vous mettez votre maquillage en soute, souvent il y a des températures très très basses en soute. Il faut que quand vous récupériez votre rouge à lèvres, il n'ait pas bougé et il ne soit pas non plus dur comme de la pierre. Voilà. Donc ça demande des études et des contrôles à faire en amont, en laboratoire, avant qu'il soit commercialisé, bien sûr. Il ne doit pas changer de couleur, il ne doit pas virer sur les lèvres, on l'a dit. Il ne doit pas baver ni filer. Donc, il va falloir faire des textures pas trop glissantes et pas trop grasses. Sinon, qu'est-ce qui va se passer dans la journée? Le rouge à lèvres, il va sortir du tracé de la lèvre. La surface doit être unie et brillante. Ça, c'est le visuel quand vous l'achetez. Et ça doit évidemment se conserver normalement environ 3 ans pour un rouge à lèvres. Voilà. Au-delà de 3 ans, ce n'est pas forcément conseillé de le garder parce que les corps gras peuvent s'oxyder. Et attention, par contre, si on est sur un rouge à lèvres bio, on peut avoir un temps de conservation un petit peu plus bas. Voilà. Alors, je vous ai noté dans les cours un vocabulaire spécifique, puisque le rouge à lèvres possède un vocabulaire spécifique. Vous avez le raisin, le corps blanc, le glacis et le luisant. Le raisin, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le bâton de rouge à lèvres en dehors de son étui. Donc, on va vous dire, par exemple, appliquer le raisin sur les lèvres. C'est le nom du bâton coloré, sans parler de l'étui qui est autour. Donc, vous entendrez parfois en parfumerie une conseillère parler du raisin. Alors, qu'est-ce que j'ai dans le chat? Pour éviter que le rouge à lèvres sorte des traits de la bouche, on peut faire le contour avec un crayon. Effectivement, oui, ça peut aider.
faire un contour avec le crayon, ça va aider à une meilleure tenue et éviter que ça file dans les ridules sur le côté. Mais c'est vrai qu'avec un mauvais rouge à lèvres, le crayon ne vous sauvera pas non plus la vie. En tout cas, je dis ça surtout pour mes élèves que j'ai en vente aussi. À chaque fois que vous allez vendre et conseiller un rouge à lèvres, vous allez conseiller le crayon associé. La mode est plutôt à un crayon de la même couleur que le rouge à lèvres, même si en ce moment, ça revient un petit peu ce contour un tout petit peu plus foncé avec un rouge à lèvres nude à l'intérieur. Un mauvais rouge à lèvres, un rouge à lèvres de mauvaise qualité. Donc, je ne dis pas forcément un rouge à lèvres qui n'a pas de marque. On a des rouges à lèvres de marque qui sont mauvais. Un mauvais rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres qui va changer de couleur, qui va glisser, qui va baver. Voilà. Et qui n'est pas forcément adapté à vous en tout cas. Voilà. Et ça, c'est pas facile de le savoir tant qu'on n'a pas testé le rouge à lèvres maintenant. Voilà, donc pour le raisin, c'est le nom du bâton coloré sans l'étui à l'intérieur. Donc vous en entendrez parler en parfumerie. Le corps blanc, c'est le nom du rouge à lèvres avant qu'il soit coloré. Donc on est sur un espèce de baume à lèvres. C'est toute la substance grasse, la base grasse, mais tant qu'elle n'est pas encore colorée. Vous avez ensuite le glacis. Le glacis, c'est pour parler du brillant qui est à la surface du bâton. En vendant un rouge à lèvres, vous pouvez dire ce rouge à lèvres va avoir une brillance incomparable sur vos lèvres. Regardez son glacis déjà sur le raisin. Si vous dites ça à quelqu'un qui ne connaît rien, vous allez le perdre. Mais sinon, voilà, à quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, vous pouvez tout à fait parler du glacis du raisin. C'est le brillant du bâton. Et vous pouvez parler aussi du luisant, mais dans ces cas-là, le luisant, on parle du brillant, mais sur la lèvre et non pas sur le bâton. Voilà pour le vocabulaire spécifique. En tout cas, retenez au minimum raisin et corps blanc. Au niveau de la composition, alors on va s'attaquer à la composition d'un rouge à lèvres qui est très vaste. Comment on fait l'effet métal? L'effet métal, on va utiliser des pigments, mais des poudres de fer, des poudres de métal. Voilà. Iron, oxyde, ce genre de choses en INCI dans la formule. Voilà, poudre métallique, oxyde de fer, ce genre de choses. On va obtenir en grande quantité et on obtient cet effet un peu métallisé, comme une carrosserie de voiture. Oh, quelle belle image! Allez, on regarde la composition. On est toujours sur une suspension des corps gras pour obtenir cet effet baume à lèvres dans lequel je vais, en faisant fondre tout ça, incorporer des poudres en grosse quantité. Alors, qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans une formule? C'est tout simplement qu'on va utiliser plein de sortes de corps gras différents pour obtenir exactement ce qu'on veut au niveau du rouge à lèvres. Je vous ai mis dans le cours tout ce qu'il est possible de mettre dans un rouge à lèvres. Évidemment, en fonction de ce que je souhaite obtenir, je ne vais pas mettre forcément tous ces corps gras. On regarde par exemple dans les premiers produits qu'on va utiliser pour fabriquer le corps blanc, donc tout ce qui est corps gras, je vais y mettre des cires pour la brillance et pour la consistance. Plus je veux un rouge à lèvres brillant, plus je vais mettre des cires. Si je veux au contraire un rouge à lèvres mat, je vais mettre un peu de brillance, un peu de cire, pardon, parce que je veux de la consistance, mais je ne vais pas mettre trop de cire, sinon j'aurai plus un fond de teint mat, un rouge à lèvres mat, n'importe quoi. Donc au niveau des cires, vous pouvez utiliser en substance animale la cire d'abeille. C'est vrai que ça va donner de la consistance et un petit peu de brillance. C'est un des seuls produits d'origine animale qu'on va utiliser encore actuellement. On l'utilise encore parce qu'on n'est pas obligé de tuer l'animal pour utiliser la cire d'abeille. Donc c'est encore autorisé. En cire végétale, on a la cire de carnauba, la cire de candélila, qui sont des cires qu'on retrouve sur les feuilles des végétaux. C'est la cire de carnauba, c'est la même cire qui fait l'enrobage des dragibus ou des mentos. Voilà, pour visualiser l'épaisseur et la consistance de cette cire. Et puis sinon, il y a des cires minérales, évidemment, ça coûte moins cher. C'est des cires qui sont dérivées du pétrole, hein, des hydrocarbures, comme l'osokérite ou la cérésine. Pour chaque substance, les filles, vous devez retenir évidemment le nom, donc cire, et pourquoi je les utilise, brillance et consistance. Et puis quelques exemples, évidemment, c'est le top. Je peux aussi utiliser des corps gras un petit peu moins épais que les cires, c'est des corps gras pâteux. Ça va apporter de la douceur et ça va être agréable aussi pour l'appliquer, puisque ça sera un petit peu plus mou, un petit peu plus moelleux. Et ça va aussi apporter l'adhérence du produit sur la lèvre. Donc,
à voir si je veux une bonne adhérence ou si je préfère avoir plus de brillance. Tout est dans l'équilibrage ensuite des substances. Encore gras pâteux, je peux utiliser de la vaseline, du karité, du beurre de copra, de la lanoline ou éventuellement des substances synthétiques comme des dérivés de lanoline ou des esters gras. Et ensuite, pour le côté onctuosité, on aura aussi un effet brillance grâce à ça, c'est des huiles. Attention à la quantité d'huile. Si vous en mettez trop, vous allez avoir un rouge à lèvres qui, dès qu'il va prendre un petit peu le chaud, au-delà de 25 degrés, va commencer à se déformer et à devenir inutilisable. Donc, petite quantité d'huile si vous voulez un rouge à lèvres confortable et onctueux. Dans ces cas-là, on va utiliser des huiles minérales, donc de la paraffine liquide. En appellation INCI, la paraffine liquide, c'est Mineral Oil. C'est l'appellation internationale des produits cosmétiques. Hein. Je vous note, ça s'appelle la nomenclature INCI pour celles qui ne connaissent pas. C'est le langage universel de la cosmétologie. Si vous retournez vos produits cosmétiques, c'est comme ça que seront nommées les substances. La plupart du temps, c'est soit de l'anglais, soit du latin, pour la plus grande joie des élèves. Ensuite, voilà pour les corps gras. On peut aussi mettre des alcools gras qui vont apporter surtout de la consistance. Évidemment, une fois que j'ai formulé mon bâton, mon corps blanc, je vais venir y mettre des colorants pour apporter justement cet effet rouge à lèvres. Alors, tous les rouges à lèvres ne sont pas là pour tenir et pour apporter une coloration importante. Il y en a qui sont juste là pour de la brillance et pour colorer légèrement les lèvres. Donc, en fonction de ce qu'on souhaite obtenir, on va adapter la quantité et le choix des pigments. Vous pouvez utiliser des pigments type oxyde de fer, donc oxyde de fer jaune, rouge, brun. Et là, évidemment, ça va passer par un calcul des quantités pour savoir la couleur qu'on souhaite obtenir. On peut aussi utiliser des substances qui s'appellent des lacs. Les lacs, ça va donner des couleurs très, très vives, très intenses et très couvrantes. Donc, c'est intéressant de l'utiliser dans des produits où on veut vraiment obtenir une coloration importante. Voilà, donc on a des lacs de fluorescéine, type couleur rose, rouge, violet. Ensuite, on peut utiliser des pigments azoïques, rouge, orange et jaune aussi. En fonction de la quantité de substance, on va obtenir différentes couleurs aussi. Et puis, si je veux obtenir quelque chose d'ultra couvrant, ou au contraire, si je veux diluer des teintes, je vais utiliser non plus des substances colorées, mais des substances blanches. C'est ce qu'on appelle des charges. Vous pouvez par exemple utiliser de l'oxyde de titane ou l'oxyde de titane, c'est bien. Ça va avoir deux rôles. La blancheur va faire que ça va donner un rouge à lèvres qui est très couvrant et ça va aussi donner, ça va venir diluer des teintes qui sont un petit peu trop foncées. Vous fabriquez un rouge à lèvres, vous vous rendez compte qu'il est un petit peu trop intense, trop rouge. Vous allez mettre des poudres blanches et ça va venir diluer une teinte qui sera trop vive. Voilà. Et puis les poudres, ça va aussi augmenter l'adhérence. Donc, c'est plutôt intéressant. Sachez qu'on peut aussi utiliser des colorants d'origine animale. Pour celles qui s'en souviennent, quand on avait fait ce chapitre, on parle d'un colorant qui s'appelle le carmin. C'est un colorant rouge. C'est le colorant qui est utilisé, par exemple, dans le tarama. Donc, dilué, ça donne une couleur plutôt rose. C'est un colorant d'origine animale. On est sur des insectes colorés en rouge qui sont séchés et pulvérisés. Et on obtient ce colorant légèrement rouge. C'est autorisé et c'est même un colorant qui est très, très bien toléré par les personnes qui font souvent des allergies aux colorants. Voilà, donc ça donne des rouges à lèvres hypoallergéniques, bien colorés et bien tolérés. Et puis, n'importe quel rouge à lèvres, n'importe quelle couleur, on peut le nacrer. Ça veut dire que vous allez obtenir une teinte légèrement brillante et irisée, ou alors carrément mettre des poudres un petit peu plus épaisses et obtenir carrément un effet pailleté. Pour ça, vous pouvez retenir le mica titane, qui va donner cet effet irisé et pailleté. Ok? Alors ensuite, dans un rouge à lèvres, vous pouvez utiliser, et vous devez même mettre des substances, on appelle ça des antioxydants. Les antioxydants sont des substances qui vont empêcher les corps gras de s'oxyder
Et vous pouvez retenir, allez, peut-être 2 substances. Une substance naturelle, le tocopherol, c'est la vitamine E. Et sinon, vous pouvez retenir un antioxydant plutôt synthétique. Et dans ces cas-là, vous pouvez retenir soit le BHA, soit le BHT. Donc les antioxydants, c'est obligatoire. Vu la quantité de corps gras qu'on a à l'intérieur d'un rouge à lèvres, ça paraît obligatoire de venir protéger ces corps gras de l'oxydation. Et l'oxydation, elle va se faire au contact de l'air. Et le rouge à lèvres est très souvent au contact de l'air, chaque fois qu'on va ouvrir le produit. Alors ensuite, j'ai une question, alors peut-être pour celles qui sont plus habituées, donc pour mes élèves. J'ai une question, est-ce qu'on va mettre des conservateurs antimicrobiens dans un rouge à lèvres? Je rappelle que les conservateurs antimicrobiens, c'est bon contre les microbes, comme son nom l'indique, et c'est surtout pour des produits à base d'eau. À votre avis, les filles, est-ce qu'on met des antimicrobiens? Elles sentent l'arnaque, c'est pour ça qu'elles ne veulent pas répondre. Non, oui, on peut quand même. Ben oui, en fait, il y a une arnaque dans ce que je vous dis. Je vous dis donc que les conservateurs antimicrobiens sont des conservateurs qui sont là pour empêcher les microbes de venir quand il y a de l'eau. Et jusqu'à maintenant, on a dit que dans un rouge à lèvres, il n'y avait pas d'eau. Donc pourquoi on en mettrait? Puisqu'il n'y a pas d'eau, ben on va quand même en mettre. Et ça dépend du mode d'utilisation du rouge à lèvres. Votre rouge à lèvres, quand vous allez l'appliquer directement sur la lèvre. Et donc, il va y avoir sur votre lèvre des microbes. Et ces microbes vont quand même pouvoir venir se développer, notamment à l'intérieur de l'étui du rouge à lèvres. Donc, même si on est sur un produit sans eau, il y a quand même un risque de développement bactérien. Donc, vous devez utiliser des conservateurs antimicrobiens type parabènes, ou pour celles qui sont contre les parabènes, d'autres conservateurs antimicrobiens sans souci. Ensuite, on va utiliser une catégorie de substances qu'on n'a pas encore rencontrées depuis le début de l'année. Ce sont des agents de thixotropie. Agents thixotropes. Alors, attendez, je vais vous l'écrire. Hop, thixotrope. Je ne vais pas me mettre. Donc, agent thixotrope ou agent de thixotropie. Ce sont des substances qui vont apporter un effet un petit peu épais au produit pour éviter tout simplement que les poudres, les pigments tombent au fond de votre rouge à lèvres et ne restent pas bien dispersés dans votre rouge à lèvres. Comment ça s'appelle, ce phénomène où les poudres tombent au fond d'un produit si le produit est mal formulé? Les pigments vont tomber au fond du produit, oui, Jade, ça s'appelle une sédimentation. Ça marche. Ça existe dans n'importe quel produit cosmétique à condition qu'il y ait des poudres en suspension. Dans ces cas-là, les poudres tombent au fond. Il y a peu de chance dans un rouge à lèvres, mais on peut rajouter des substances thixotropes comme la bentone qui va un petit peu épaissir le produit pour éviter que les pigments tombent au fond du rouge à lèvres pendant la fabrication, mais aussi pendant l'utilisation. Ensuite, on peut rajouter dans un rouge à lèvres des parfums. Ça permettra de masquer un peu l'odeur des corps gras, parce que si je ne parfume pas mon rouge à lèvres, eh ben, ça va sentir les matières premières. Et mes matières premières, c'est que des huiles, des beurres et des cires. Et donc, ça va sentir un petit peu comme le beurre de cuisine. Et ce n'est pas forcément très, très glamour comme odeur. Donc, on va utiliser des parfums pour camoufler et pour avoir une odeur plutôt sympathique. On va surtout utiliser des odeurs des odeurs alimentaires. Voilà, souvent des odeurs de fruits pour le rouge à lèvres. Et puis, et ça c'est facultatif, c'est pas dans tous les rouges à lèvres, on peut utiliser et mettre à l'intérieur des principes actifs, ce qui fait que mon rouge à lèvres, en plus d'apporter une couleur, une jolie couleur, va apporter une action. Je peux y mettre à l'intérieur des substances cicatrisantes. Ça me fera un rouge à lèvres, mais aussi effet baume à lèvres. Je peux y mettre des filtres solaires pour le rendre protecteur, rouge à lèvres spécial pour l'été. Je peux aussi y mettre des agents de repulpage pour avoir un effet bouche généreuse. Alors, il faut savoir que repulper, ce n'est pas évident. On peut y mettre du collagène ou des lipopeptides. C'est des substances qui vont gonfler au contact de l'eau. Alors, ça va redonner un petit peu un effet de bouche repulpée, mais ça va être très léger. Sinon, la plupart du temps, ce qui est utilisé, alors c'est la plus grosse arnaque du siècle, c'est du
menthol. Et le menthol, quand on va l'appliquer sur la lèvre, va apporter un espèce d'effet fraîcheur qui va picoter un petit peu. Et cet effet de picotement vous donne une sensation où vous vous sentez un petit peu repulpé. Mais au final, c'est vraiment qu'une sensation et en plus, ça ne dure pas longtemps. Mais si pendant 5 minutes, vous vous sentez repulpé, ben pourquoi pas. Voilà. En tout cas, les rouges à lèvres repulpants, c'est pas du tout miraculeux. Il n'y a pas grand-chose de miraculeux d'ailleurs pour repulper la lèvre, à part tricher en faisant un dessin de contour de lèvres un petit peu plus large. Voilà. Au niveau des conditionnements, les filles, évidemment, le rouge à lèvres le conditionnement le plus rencontré, ça va être tout ce qui est bâton et stick. C'est le rouge à lèvres le plus utilisé. Alors, le bout du rouge à lèvres peut avoir différentes formes. Il peut avoir la forme d'un obus, alors ça va donner à peu près ça. Il peut avoir la forme d'un bec de canard. Dans ces cas-là, ça sera un petit peu plus comme ça. C'est une forme qui est plus très utilisée, ça. Avant, on aimait bien, on plaçait ça au centre des deux lèvres et on mettait son rouge à lèvres sur les deux côtés. Donc, bec de canard, c'est comme ça. Et une forme qui est un petit peu plus précise, parce que le bâton est souvent un petit peu plus étroit, c'est la forme pan-coupée. Ça veut dire qu'en fait, ça va être en biseauté sur un bâton un petit peu plus fin. Voilà. Sinon, la plupart du temps, c'est forme obus, donc bombée et centrée. Ça, c'est le rouge à lèvres classique. Ça existe aussi sous forme de stylo applicateur. Dans ces cas-là, vous avez une espèce de petit pinceau avec un rouge à lèvres qui est formulé assez liquide. Et quand vous allez tourner un petit système en bas de votre rouge à lèvres, ça fait remonter le rouge à lèvres directement dans le pinceau. Voilà. Vous avez ensuite les formes liquides. On parle d'ailleurs moins d'un rouge à lèvres, mais plus d'un gloss. Et dans ces cas-là, on va favoriser des produits brillants et liquides et moins des textures riches comme les beurres et les cires. Et puis, il y a aussi une autre forme que vous pouvez utiliser, c'est la forme palette ou petit pot. Ce sont des formes qui sont plutôt professionnelles et qui vont être utilisées, par exemple, dans vos rouges à lèvres que vous avez à l'école. Dans ces cas-là, plutôt que de faire couler ça dans une espèce de moule qui va ressembler à votre rouge à lèvres, vous allez tout simplement le faire couler dans des petits godets ronds et quand ça sera plus chaud, ça va se figer et ça donnera exactement la même chose. Sauf que là, on est sur un conditionnement professionnel, ça veut dire tout simplement que vous allez l'utiliser avec un pinceau plutôt que de l'appliquer directement sur la bouche, puisque à vos différentes clientes, vous n'allez pas appliquer rouge à lèvres directement avec le même bâton que tout le monde. Voilà. Voilà pour les différents conditionnements. Concernant les différentes catégories de rouge à lèvres, puisque tous les rouges à lèvres ne sont pas les mêmes, on va en parler rapidement et on va parler de la composition en fonction de ce que je souhaite obtenir. Si je veux de la brillance, si je veux de la tenue. Est-ce que d'ailleurs brillance et tenue, c'est compatible à votre avis? Vous pouvez me l'écrire dans le chat. Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver un rouge à lèvres ultra brillant et de très très bonne tenue? Non? C'est compliqué? Ouais, je pense pas, bof. Effectivement, c'est quand même, ouais, pas vraiment. C'est quand même deux choses qui sont assez peu compatibles. La brillance, ça passe par des corps gras, très brillants, et la brillance apporte quelque chose qui est glissant, ok? Alors que si je veux quelque chose qui tient, je vais devoir plutôt avoir un rouge à lèvres très très sec, avec énormément de poudre à l'intérieur, et je pourrais donc pas avoir les deux, ça va être très compliqué. Donc effectivement, il faudra choisir entre brillance ou tenue. Ou alors, je vous donnerai 2-3 petites astuces quand on aura parlé des différents types de rouge à lèvres si vous voulez éventuellement avoir les deux. Alors, on regarde les différentes catégories. Vous avez les rouges à lèvres qui sont appelés indélébiles. Attention, ce n'est pas parce qu'il est sec qu'il est indélébile. S'il est sec, il va bien tenir, il va avoir une longue tenue, mais il ne sera pas forcément indélébile. Indélébile, c'est ce qu'on appelle aussi les encres à lèvres, ça revient ce terme-là, ça a été utilisé, ou les rouges à lèvres sans transfert. Dans ces cas-là, on va y mettre pas mal de silicone volatile et tout ce qui est résine siliconée, tout simplement parce que les silicones résistent bien à l'eau, ils sont waterproof, et donc, même si j'ai un petit peu de salive, même si je viens boire de l'eau, ça ne bougera pas. Ça va faire un effet un petit peu imperméable par rapport à l'humidité de la bouche et par rapport à l'eau que vous mangez. Par contre, attention, ils vont dessécher les lèvres, porter ça au quotidien, c'est compliqué
expliqué parce qu'ils sont très très chargés en poudre et les poudres ça absorbe aussi l'humidité. Donc ça risque de dessécher votre lèvre et d'être mal toléré. Vous aurez une sensation vraiment de lèvres très sèches en fin de journée. Et puis aussi, une chose, c'est que, je ne sais plus, perdu le fil de ce que j'allais dire. Ouais, le rouge à lèvres indélébile vont bien tenir, mais par contre, effectivement, il n'y aura quasiment pas de brillance. Voilà. Ensuite, autre chose, on va diminuer en termes de tenue sur la bouche. Vous avez les rouges à lèvres gras, c'est-à-dire le rouge à lèvres classique, d'accord? Brillance importante et tenue moyenne. Dans ces cas-là, vous allez avoir la composition classique que vous avez dans le cours et qu'on a évoqué tout à l'heure. Vous avez ensuite les rouges à lèvres semi-gras. Ils ont une brillance moyenne et ils vont avoir une tenue un petit peu plus importante. Donc, on va augmenter la quantité de pigments et diminuer les corps gras qui apportent la brillance. Donc, une texture un petit peu plus épaisse aussi. On a ensuite les glosses, les brillants à lèvres. Eux, petite quantité de pigments d'ailleurs, parce que les glosses ne sont pas là pour colorer, ils sont surtout là pour apporter de la brillance. Donc, on va aller piocher surtout des corps gras à forte brillance, comme la vaseline par exemple. Vous avez ensuite les rouges à lèvres mat. Ceux-là, ils ne brillent pas. Ils ont une plutôt bonne tenue, mais ils ne sont quand même pas indélébiles. Donc là, on va utiliser beaucoup de poudre absorbante, type talc, kaolin, silice. Et un peu comme les rouges à lèvres indélébiles, ils ne vont pas avoir un très grand confort. Voilà. Après, on peut toujours rajouter du gloss par-dessus, mais on va perdre en tenue. Et puis, dernière chose, on fait aussi des rouges à lèvres qui sont hypoallergéniques pour les personnes qui sont sensibles et qui font des allergies à pas mal de choses. Dans ces cas-là, on va choisir soit de ne pas les parfumer, puisque c'est souvent au parfum qu'on fait des allergies, soit on va choisir d'utiliser des parfums hypoallergéniques. C'est-à-dire, la plupart du temps, on utilise le rouge carmin ou des poudres minérales, voilà, plutôt que des pigments synthétiques. Et la plupart du temps, ces rouges à lèvres vont être vendus plutôt en pharmacie ou parapharmacie, puisque la cliente allergique va aller plutôt vers ce genre d'endroit pour acheter ses produits. C'est là qu'elle va y trouver un peu de sécurité. Voilà pour les rouges à lèvres. Alors, la petite astuce pour bien faire tenir vos rouges à lèvres, effectivement, je ne sais plus qui l'a dit dans le chat tout à l'heure, mais avant toute chose, il faut faire un contour avec un crayon. Ça, c'est l'idéal pour déjà favoriser un bon dessin de rouge à lèvres, enfin un bon positionnement du rouge à lèvres, et aussi pour ne pas que le rouge à lèvres file dans les ridules. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi toujours avec votre crayon, c'est crayonner l'ensemble de la lèvre. Le crayon, c'est sec et c'est chargé en pigment et ça va accrocher la lèvre et ça ne bougera pas. Ce qui va permettre, même quand le rouge à lèvres va s'enlever, puisqu'au bout d'un moment dans la journée, le rouge à lèvres va s'enlever, le crayon sera toujours présent. Donc ça, déjà, vous pouvez dessiner et crayonner votre lèvre. Par-dessus, vous allez utiliser votre rouge à lèvres. Alors, pour avoir une super bonne tenue aussi, vous appliquez votre rouge à lèvres. Vous pouvez l'appliquer au pinceau, ça fait une meilleure tenue. Ensuite, vous allez mordre dans un mouchoir. La technique est déjà connue et elle a fait ses preuves. Et ensuite, vous allez remettre du rouge à lèvres. Et entre les deux couches de rouge à lèvres, une fois que vous avez mordu dans un mouchoir, vous pouvez même venir poudrer votre rouge à lèvres avec une houppette de la poudre libre. Alors là, vous avez du rouge à lèvres pour 2 jours. Donc, première chose, je crayonne. Ensuite, j'applique mon rouge à lèvres. Je mords dans un mouchoir. Je viens poudrer avec ma houppette et un petit peu de poudre libre. Je viens remettre du rouge à lèvres. Et là, j'ai quelque chose qui tient longtemps. Par contre, je n'ai pas forcément une super brillance. Sinon, si vous voulez de la brillance et de la tenue, vous crayonnez toute votre bouche au crayon et par-dessus, vous mettez un gloss transparent. Ça peut être pas mal. Vous avez la brillance et la tenue, mais pas non plus une tenue 12 heures, évidemment. Voilà pour les petits conseils. On va terminer avant que je vous quitte sur les crayons. Alors, crayons yeux, crayons lèvres, d'ailleurs, c'est la même chose. Sachez que n'importe quel crayon peut être utilisé sur n'importe quelle zone. Vous avez envie de vous faire, je ne sais pas, une espèce de trait d'eyeliner au niveau des yeux et vous avez envie de le faire bordeaux, vous pouvez très bien le faire avec un crayon lèvres. Et à l'inverse, vous avez envie pour une soirée déguisée ou pour je ne sais quelle occasion de vous faire une bouche noire, vous pouvez très bien utiliser un crayon contour des yeux. Il n'y a aucun souci. La seule spécificité, c'est souvent que les contours les crayons pour la bouche sont un peu plus secs et les crayons aux yeux sont un peu plus gras pour qu'ils soient plus agréables à utiliser.
Mais voilà, sinon, il n'y a aucun souci. Au niveau de la composition, les filles, on va être sur des pigments, une forte quantité de pigments mis dans quelques corps gras. Et ça va être inséré dans un crayon, donc dans une espèce de bâtonnet en bois avec à l'intérieur la mine qui est faite de corps gras et de pigments. Voilà. On va les faire relativement secs et fins pour tout ce qui est dessin du sourcil et un petit peu plus épais pour tout ce qui est contour yeux et contour lèvres. Voilà. Est-ce que certaines ont des questions sur ces produits de maquillage? On n'a pas Moi, parlé du mascara puisqu'on est sur un produit pour les fanères. Hein. Oui, qui c'est qui a parlé? Alison? oui, c'est moi. Je voulais juste savoir justement quand on appelle un crayon un col, c'est juste un argument marketing, c'est juste un crayon qui est plus épais et plus gras. Oui, oui. Le col, c'est un crayon très souvent noir, en tout cas avec une couleur très intense et souvent un petit peu épais pour faire cet effet d'œil un peu charbonneux à l'égyptienne. Voilà, c'est ça. Mais c'est un crayon pour les yeux, le col. D'accord. Avant, c'était fabriqué, on avait une espèce de petit bâtonnet, on l'utilisait dans l'œil, c'était fabriqué avec du plomb et des substances qui sont maintenant interdites. Hein, le col à l'ancienne, quoi. Voilà, maintenant, c'est un crayon noir, tout ce qu'il y a de plus classique la plupart du temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les filles? N'hésitez pas pour les filles de la classe et puis pour celles qui sont avec nous depuis le début du cours, si vous avez des questions sur le programme de Cosmeto ou sur quoi que ce soit. Après, pour tout ce qui est questions un peu plus administratives, vous retrouverez Corinne juste après le cours. Pas de questions, je vois. Ok. Ça marche. Écoutez, alors je vais vous dire au revoir et au prochain cours pour mes élèves et puis au revoir et peut-être à l'année prochaine pour les autres élèves si vous venez sur le centre de Montpellier.